Bien, on se retrouve donc pour cette troisième partie, la dernière, sur différents diagrammes que certains devraient être approfondis et puis d'autres, on les regardera un petit peu rapidement. Donc le suivant, c'est le diagramme de séquence, on l'a également beaucoup utilisé. Alors on va l'utiliser comme on l'a déjà fait au niveau du cahier des charges, et puis on verra également d'autres manières de l'utiliser dans les derniers modèles. Donc ce diagramme de séquence, alors on est en fait en train de représenter un lien entre acteur et objet. D'accord? Donc on a effectivement dans le diagramme de séquence ce côté séquentiel, ordonnancement des envois de messages et des retours de messages. Dans un diagramme de séquence, on est un peu complémentaire par rapport avec d'autres diagrammes, soit celui de collaboration, on en reparlera beaucoup à la fin, et puis également, pourquoi pas, sur des interactions. On l'a déjà dit, le diagramme de séquence, dans sa première version, le diagramme de séquence simple, sert à expliciter les use cases. Lorsque vous avez des scénarios un petit peu compliqués, on peut privilégier un diagramme de séquence. Dans ce cas-là, au niveau des objets, on se contente d'un seul objet qui est le système, pas plusieurs objets, et évidemment, par contre, tous les acteurs possibles. Alors, le diagramme de séquence, on a donc le temps qui va de haut en bas, hein, pas de retour en arrière. Et puis sur un axe horizontal, on a les différents objets. Bon, peu importe dans quel ordre vous mettez, on a tendance à mettre les acteurs sur les côtés et les objets au centre, mais on peut tout à fait l'inverser. En termes de convention graphique, je vais passer rapidement. Donc les acteurs, c'est toujours le petit bonhomme avec le nom. Les objets ou avec le nom de point classe, alors on n'est pas obligé de mettre le nom, on peut simplement mettre effectivement le nom de la classe, mais comme étant représentant un objet quelconque de la classe. La ligne de vie, donc ces grands pointillés, et lorsque la ligne de vie est active, dans ce cas-là, on a cette bande d'activation. Encore une fois, votre logiciel fera la bande d'activation, vous ne le faites pas lorsque vous le faites à la main. Un envoi de message, on viendra sur les différents envois de messages. On a également la possibilité, puisqu'on est sur un diagramme qui explique objet par objet, instance par instance, on peut avoir effectivement la création d'une instance. Donc, forcément, il a été prévu la suppression d'une instance. Alors, sur les différents messages, on l'a déjà beaucoup vu. Le message synchrone, c'est la flèche avec son triangle complètement rempli qui nécessite un retour du système. Donc j'envoie un message à mon système, j'envoie un message à l'objet, et l'objet me répond. Alors il peut me répondre directement, ou alors continuer la séquence en activant une autre instance. Lorsqu'on est au contraire sur un message asynchrone, eh bien j'envoie le message et je n'ai pas de retour. Je peux en avoir un, mais ce n'est pas une obligation d'avoir un retour. Et puis dans la présentation, alors j'ai un peu mal fait, mais on peut également remplacer donc cette pointe non remplie par la demi-pointe. Certains AGL vont vous le proposer, donc les deux sont valables pour représenter le message asynchrone. En ce qui concerne la création, alors faites attention, la flèche de création ne peut pas arriver sur la ligne de vie, puisque qui dit ligne de vie dit que l'instance est déjà créée, or vous êtes en train de la créer, donc la flèche arrive sur le côté de l'objet. Mais on verra dans la GL, pareil, hein, l'objet descend automatiquement. Lorsqu'on a besoin d'indiquer un événement interne, on a la flèche sur lui-même, par exemple une recherche à l'intérieur d'un ensemble d'occurrences pour retrouver un élément. Et puis lorsqu'on veut supprimer, on en a parlé, hein, on a la croix pour supprimer. Donc ça, c'est effectivement les différents types de messages. Et puis, pour mieux représenter l'ordonnancement de ces messages, on a ce qu'on appelle les fragmentations. Donc là aussi, on les a déjà vus, on va les revoir un peu rapidement. Le premier, c'est le loop, qui indique, par exemple, je suis dans un distributeur de carte bleue, le distributeur me demande ma carte, je donne ma carte, il me demande mon code et je peux réitérer la saisie du code 3 fois. Donc dans ce cas-là, je vais indiquer un loop, 1.3 pour indiquer que je peux aller jusqu'à 3. Alors je pourrais également le mettre sous une forme de tant que le code n'est pas bon et que le nombre est inférieur à 3, ou même sur un jusqu'à ce que le code soit bon et que le nombre soit inférieur à 3. Donc aussi bien les boucles, les tant que, les répétés que, on a une seule présentation, le loop, alors pardon, c'est de O, hein, c'est pas de P évidemment. Et vous mettez dans la boîte du loop tous les éléments que vous souhaitez.
On peut également marquer un si sinon, donc le alt et le else. Donc par exemple ici, j'ai rentré mon code, le distributeur va aller vérifier pour voir si le code est bon. Et dans ce cas-là, il y a deux types de messages. Soit le message est faux, il m'envoie un petit message, le code est erroné. Soit le message est bon, et dans ce cas-là, il me demande de continuer ma transaction. Donc c'est le si, sinon. Alors il n'y a pas été prévu le case. Donc si vous souhaitez faire un case, vous laissez le alt et vous mettez 3, 4, 5 conditions. Précisez bien chaque fois les conditions de votre case. Je peux également avoir un si, fin si, sans un sinon. Donc par exemple ici j'ai un code faux et à l'intérieur de mon code erroné, si j'arrive à plus de 3 fois, j'ai également un autre message qui indique que la carte est définitivement conservée par le distributeur. Il n'y a pas de sinon, donc je mets ça dans un opt. Donc les trois choses de base, le loop, le alt, else et le opt. Une autre possibilité également, c'est de faire référence à un autre diagramme. Alors on l'utilise beaucoup lorsque l'on veut présenter un diagramme de base qui fait appel à un ensemble d'autres diagrammes. Donc c'est le ref où on indique que dans ce cas-là, à l'intérieur, on donne le nom d'une procédure qui sera expliquée dans un autre diagramme de séquence. Voilà très rapidement, d'accord, les différents éléments sur le diagramme de séquence. On va regarder maintenant très rapidement le diagramme de collaboration. Ce diagramme de collaboration, en fait, nous montre un petit peu un diagramme de séquence à plat. Au lieu d'avoir les différents objets sous cette forme de ligne de vie, on est plutôt sur une présentation diagramme de séquence et on va représenter les différents envois de messages. Donc, on peut le faire en partant du diagramme de séquence et en s'appuyant sur le diagramme de classe que l'on a fait préalablement à ce diagramme-là. On a donc pareil des messages. Alors par contre, comme on n'a plus l'ordonnancement, il nous faut à tout prix donner un numéro de séquence à chaque envoi de message. On est donc sur un diagramme de classe, donc on a les éléments. On a le lien qui indique que la classe numéro 1 envoie un message à la classe numéro 2 et on va préciser le nom de l'opération. Alors, on représente avec cette flèche tous les envois de la classe 1 à la classe 2, et puis par exemple avec une flèche retour, si on en avait besoin, les envois retour. Donc là, on a un deuxième envoi d'opération de la classe 1 à une autre classe. On a également la possibilité de montrer un envoi d'une opération sur elle-même. Et puis, j'ai comme ça un ensemble de classes avec cette représentation. Donc voilà ce que cela peut représenter. Alors, on se rend compte assez vite que le fait de renuméroter les différents envois de messages devient de plus en plus compliqué. En effet, j'ai le 1 qui est envoyé à la tour de contrôle quelque chose, et puis j'ai deux possibilités, le 2A, le 2B. Donc j'envoie à l'avion un ordre, j'envoie également à un contingent de pompiers un autre ordre, donc j'ai le 2A et le 2B. Et puis ensuite, lorsque je suis dans le 2A, eh bien j'essaye de continuer, et vous voyez quand même assez vite que cette numérotation n'est pas très pratique. Donc dans les faits, on utilise assez peu le diagramme de collaboration. Sur le diagramme d'état, on l'a également énormément utilisé. Donc ce diagramme d'état représente pour une classe donnée, faites attention, ce n'est pas un diagramme qui représente l'ensemble des classes, mais pour une classe, on indique effectivement le comportement d'une classe. Ce que l'on veut matérialiser, c'est par exemple une facture est créée, puis ensuite elle est payée. Si elle n'est pas payée, elle va au contentieux, et au bout d'un certain délai du contentieux, elle sera archivée. Donc c'est cet ensemble d'éléments-là, ces passages d'un état à un autre, que l'on veut représenter avec un diagramme d'état. Si vous avez un diagramme de classe avec une trentaine de classes, c'est impossible de faire 30 diagrammes d'état. Ne faites les diagrammes d'état que pour quelques classes, ce que l'on va juger être les plus significatives. Alors, dans ce diagramme d'état, on va décrire les changements, c'est le nom de l'état, la transition, donc pourquoi est-ce qu'on passe d'un état à un autre, et donc la transition est déclenchée par un événement, et surtout, vous n'oubliez pas de représenter chaque fois l'action qui est associée. En effet, lorsque je veux une nouvelle facture, je vais lancer la méthode créer facture de la classe facture. Si je veux changer le code état, je vais lancer la méthode mise à jour du code état avec une valeur A2 au niveau de la classe facture. Donc pensez à bien préciser chaque fois les différentes actions. On a les transitions automatiques, d'accord ? La transition automatique, c'est de dire quoi ? En fin de mois,
je prends toutes mes factures et je les solde, par exemple. Ou je prends toutes les factures impayées et j'envoie une relance. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va lancer un événement, c'est simplement le temps, en règle générale, qui lance un événement. Sur un événement, vous pouvez également mettre ce qu'on appelle une condition gardée. J'ai reçu un règlement. Si le règlement est complet, la facture est payée. Si le règlement n'est pas complet, dans ce cas-là, la facture est toujours en attente de paiement. La représentation graphique, je démarre donc par le début, c'est ce point noir, d'accord, au niveau du départ. Il n'y a qu'un début dans un diagramme d'état et j'ai un état final. Alors là, j'ai représenté deux états finaux, peu importe, simplement pour indiquer quand le diagramme est assez compliqué, on peut avoir effectivement, pour ne pas avoir des flèches qui s'entrecroisent, plusieurs états finaux. Mais en règle générale, on pourrait essayer de l'associer à un seul état final. Lorsque j'ai un événement, je peux ajouter une condition qui va être entrecrochée et je n'oublierai pas de préciser chaque fois avec le divisé ce qui suit l'événement, à savoir l'action. Donc encore une fois, nous sommes sur une classe, donc forcément l'action, c'est une des méthodes que vous devez avoir dans votre classe. J'ai ici des transitions conditionnelles où je vais indiquer la date du jour est égale à la bonne date, il est bien 24 heures, etc. Donc voilà par exemple le diagramme d'état d'une classe client. Je commence par créer le client. Lorsque j'ai une facture, je mets à jour le code client. Si le client dépose son bilan, il va au contentieux. Et je peux également avoir un client en attente. J'ai représenté cet ensemble-là, mais j'ai besoin à un moment donné de représenter que finalement, le client peut déposer le bilan à n'importe quel niveau. Alors, une des solutions serait de dire, eh bien, le client actif, il peut déposer le bilan, le client est en attente, il peut déposer le bilan, le client est créé, il peut déposer le bilan, vous avez le droit, mais on pourrait peut-être faire plus simple, et dans ce cas-là, faire ce qu'on appelle un surétat. Donc ici, vous avez un client qui est actif, qui est en cours, et peu importe dans quel état il se trouve, à sa création, réellement actif, en attente, à tout moment, il peut déposer le bilan. Donc en fait, c'est un moyen de ne pas représenter les trois flèches que nous avions dans le diagramme précédent et de le représenter de cette manière. Donc on appelle ça un surétat, donc on associe cela à la généralisation. Alors ce n'est pas un héritage, hein, mais quelque part, ça ressemble un petit peu à ce mécanisme-là. Peu importe dans lequel des sous-états je suis, je peux avoir le même événement déclencheur qui va vers le même état. Autre précision possible. Lorsque j'ai plusieurs manières d'arriver dans un état et que cela déclenche toujours la même chose, dans ce cas-là, j'utilise le entry. C'est-à-dire qu'au lieu de répéter les actions sur toutes les flèches, eh bien, je vais mettre à l'intérieur de l'événement, de l'état, entry et la méthode qui va être déclenchée. Pareil, si peu importe la méthode avec laquelle je sors de l'événement, dans ce cas-là, j'ai toujours la même action déclenchée. Dans ce cas-là, j'ai un exit. Et puis on a également le do qu'on peut utiliser, qui est donc qu'on appelle une action récurrente, mais ça on l'utilise plutôt en informatique industrielle pour indiquer que quelque chose va durer. J'appuie sur un interrupteur, la lumière se diffuse, ce n'est pas une action, mais c'est un do, d'accord, pour préciser qu'effectivement c'est quelque chose de récurrent. Donc je peux également, d'accord, avoir un lien sur lui-même, d'accord. Donc dès que quelqu'un me dit salut, en ce moment, je ne le fais pas, mais je peux lui serrer la main. Et dans ce cas-là, peu importe la manière dont je rentre, je dis bonjour. Et lorsque j'en sors, je dis au revoir. Donc voilà la manière de représenter les différents éléments. On va également regarder le diagramme d'activité. Donc le diagramme d'activité, on en reparlera sur un autre cours qui s'appelle le BPMN. C'est une manière de représenter l'entreprise. Donc là, on est beaucoup plus dans du fonctionnel. On est très très proche des cas d'utilisation, enfin de l'objectif des cas d'utilisation, et c'est quelque chose qui vise à représenter les éléments de l'entreprise avec la manière dont ils se déroulent. Alors des choses très simples, hein. Le diagramme d'activité, je vais décrire les grandes activités de l'entreprise, la manière dont elles s'enchaînent, et puis aussi qui va les faire. C'est un des points qu'on avait de reproche du use case, c'est qu'en fait quand quelqu'un payait une facture, on avait tendance à mettre, oui, mais c'est un include de créer facture. Or non, chaque fois que je paye une facture, je ne recrée pas une facture. Pourtant, c'est vrai, et on le voit dans les préconditions,
Si je paye une facture, c'est qu'elle a été créée. Donc c'est ce qu'on essaye de montrer, ce sont les différentes étapes regroupées de manière séquentielle. Alors ces étapes, ce n'est pas une action, c'est beaucoup plus globalisant, c'est ce qu'on appelle une activité. Donc l'activité est représentée par ce rectangle avec les points arrondis. Donc par exemple, lorsque j'enregistre une commande, eh bien l'activité qui suit, c'est d'éditer un bon de livraison. Donc j'ai ce symbole-là, une flèche, il n'y a pas plusieurs symboles de flèche, hein, une seule flèche qui indique qu'après l'activité enregistrer une commande, il y a une autre activité qui est éditer un bon de livraison. Si maintenant vous m'indiquez qu'il y a deux cas possibles, donc par exemple lorsque j'enregistre une commande, soit j'édite le bon de livraison, soit je demande le réapprovisionnement, tout ça est en fonction de mon stock, encore une fois, une condition gardée que vous mettez entre crochets, eh bien vous le représentez de cette manière. Une autre possibilité, les deux sont possibles, c'est de le représenter avec cette forme de triangle, avec cette forme de losange. Je vous conseille plutôt cette forme-là, on en reparlera après, et on indique sur quoi porte la condition. Lorsque vous voulez au contraire indiquer qu'après avoir fait une activité, eh bien, il y a trois autres activités qui doivent se dérouler, mais qu'il n'y a pas d'ordre précis, ce n'est pas celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci ou un autre ordre. Dans ce cas-là, vous mettez cette grande barre, qu'on appelle barre de synchronisation, et qui indique qu'après avoir enregistré une commande, eh bien, je mets à jour le stock, je mets à jour le planning, j'édite l'accusé de réception, peu importe dans quel. Alors attention, dès que vous commencez à éclater votre diagramme d'activité en trois, à un moment donné, ces activités doivent se rejoindre. Ou alors celle-ci arrive à un symbole de fin, mais il y a quelque chose qui continue. Pour les faire rejoindre, ben voilà, la synchronisation en entrée. Donc lorsque j'ai eu un accord de livraison de la part de mon fournisseur, lorsque j'ai mis à jour mon planning de livraison, alors je vais pouvoir créer une facture. Donc ça, c'est cet ensemble d'activités, encore une fois, qui me permet de savoir assez rapidement l'enchaînement des différents éléments. Et puis ce qui m'intéresse également, c'est de savoir qui fait ça. C'est ce qu'on appelle les unités d'organisation, appelez ça des services d'entreprise, hein, par exemple. Et dans ce cas-là, ben, je vais représenter la même chose, mais au niveau des différents services d'entreprise. Donc je vois bien que je commence par demander un produit, enregistrer une commande. J'ai les éditions de réapprovisionnement et bon de préparation. Donc là, il y a toute la partie fournisseur qui évidemment va se continuer. Je prépare la livraison, j'édite le bon de livraison, je crée la facture et puis je vais l'envoyer à mon client de la même manière. Donc vous voyez que dans ce diagramme, on ne voit pas du tout l'informatique. Le premier diagramme d'activité ne focalise pas l'attention sur la partie informatisée ou non informatisée. Elle explique simplement à une personne qui fait quoi au niveau de l'entreprise. D'accord ? Donc voilà cette petite révision sur les différents diagrammes. Je voudrais qu'on fasse, mais simplement sous la forme d'introduction, les diagrammes réellement nouveaux. Les diagrammes nouveaux, c'est quoi? À un moment donné, on est dans la conception et il va falloir qu'on passe à ce qu'on appelle un niveau d'analyse. Ce niveau d'analyse va essayer de représenter, dans un système de développement MVC, à la fois les interfaces, qu'on va appeler les Boundary, les contrôleurs, et puis les classes métiers, qui sont les classes qu'on a déjà vues dans le diagramme de classe. Donc il faut imaginer par exemple une caisse enregistreuse, j'ai un certain nombre d'éléments que je peux saisir dans ma caisse, je peux également appuyer sur fin de vente, saisir un paiement. À un moment donné, tout ça est géré dans un contrôleur qui va aller voir un certain nombre d'éléments au niveau de mon diagramme de classe. Donc c'est cette vue à trois niveaux que je vais essayer de représenter, l'IHM, le code, le contrôleur, et les objets de mon diagramme de classe. Alors pour ça, je suis parti d'un petit exemple. Donc je suis une société de formation qui propose des formations à ses salariés. Et attention, en fait, ce n'est pas moi qui réellement fais les formations, je fais appel à un organisme de formation. La même formation, par exemple UML, peut être faite 3 fois dans l'année, c'est ce qu'on appellera des sessions. Donc forcément, au départ, je suis parti d'un diagramme de classe tout à fait classique et normalisé. J'ai mon catalogue qui contient des formations. Le formation contient un certain nombre de contenus. Les formations sont faites à plusieurs dates, donc j'ai plusieurs sessions. Et puis par contre, cette formation-là, je l'ai déléguée à un organisme de formation. Donc voilà ici tout simplement mon diagramme de classe. Ensuite, je suis reparti du besoin avec mes use cases. Le premier besoin que j'avais était de créer une formation. Donc ça consiste à quoi quand je crée une formation?
eh bien, le responsable veut créer une formation. Je pars du principe que le catalogue et l'organisme préexistent avant. Donc, la partie catalogue et organisme préexiste. Moi, je m'intéresse à la création de cette partie qui est en bas du diagramme de classe. À la fin, qu'est-ce que j'aurai? La formation qui a été créée, le contenu qui a été créé, la formation aura été liée à l'organisme et j'aurai également créé les différentes sessions. Donc en fait, j'aurai créé une formation reliée à l'organisme, les différentes sessions et également le contenu de ma formation. Pour cela, je vais utiliser donc le diagramme de séquence. Donc c'est un autre diagramme de séquence. Ce n'est pas celui qu'on avait fait jusqu'à maintenant pour expliciter un use case ou un scénario de use case. On est sur un diagramme de séquence en analyse, donc complètement éclaté. Et dans ce cas-là, je vais avoir trois symboles nouveaux. L'écran, le boundary, l'IHM, c'est ce petit symbole-là. Le contrôleur, le rond avec la flèche sur lui-même. Et les entités, en fait, c'est un très mauvais mot, mais les entités, ce sont les classes que l'on avait déjà dans notre diagramme de classe. On va dire à 90%, il y a quelques classes qui vont arriver en plus à ce niveau-là. Donc voilà comment j'imagine les choses. Le responsable de formation va cliquer et voir apparaître un menu, son menu d'application. Il va cliquer sur le menu pour créer une formation et il va indiquer le titre, la durée et le prix de la formation. Cette formation préconçue dans le message va aller voir le contrôleur de la formation. J'ai donc décidé qu'il y avait un contrôleur qui gérait la classe formation et c'est ce contrôleur-là qui va envoyer le message de création à la formation. Et tout ça va évidemment générer un retour. Donc là, j'aurais bien créé la formation avec son contrôleur. Donc c'est la partie haute. Ensuite, qu'est-ce que je dois indiquer? Je dois indiquer la création du contenu. Donc je suis toujours au niveau de l'IHM du boundary formation. Je vais créer le contenu et j'ai prévu un deuxième écran. J'aurais très bien pu imaginer que ce soit le même, mais un deuxième écran qui va là me permettre de saisir le contenu, les prérequis, les objectifs, etc. Je considère que la formation, mais également le contenu, feront appel au même contrôleur. C'est à vous de décider. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il vaut mieux deux contrôleurs? Là, en fait, si je reviens en arrière, d'accord, je peux tout à fait imaginer que puisque j'ai une composition, il paraît plus cohérent que le composé et le composant soient gérés par le même contrôleur, mais c'est vous, effectivement, qui déciderez à ce niveau-là. Donc, j'ai créé la formation. Donc là, je suis en fait sur mon diagramme de séquence. Et puis, lorsque je continue le diagramme de séquence, pardon, c'est le même diagramme de séquence. Et puis, lorsque je continue, je vais passer à ce que j'ai vu très rapidement tout à l'heure, au fameux diagramme de collaboration. Alors, ce diagramme de collaboration, on l'appelle diagramme de classe participante. Alors, si je regarde ici les classes métiers, c'est la formation et le contenu, c'est mon diagramme de classe d'origine. J'ai décidé ici que la logique applicative avait besoin d'un contrôleur, donc j'ai ajouté un contrôleur qui gère ces deux classes que j'avais trouvées dans le diagramme de classe. Et ensuite, j'ai la représentation des différents boundaries. Donc c'est là où vous retrouvez cette idée de numérotation qui parfois est un peu compliquée. Donc je commence par aller sur le boundary de l'application, qui va ensuite activer l'IHM, le boundary de la formation, qui ensuite pourra activer l'IHM du contenu, et je le représente donc de cette manière. Donc là, on voit bien que j'ai ici mes classes métiers, encore une fois, je les ai sans doute trouvées dans mon diagramme de classe d'origine, et puis le contrôleur qui gère les classes métiers. Et puis je vais continuer, d'accord, ici de le montrer, et je vais par exemple rajouter, notamment sur les IHM, s'il n'y a pas également un certain nombre de méthodes. D'accord ? Imaginez un IHM qui me donne une liste. Or, dans mon écran, j'ai la possibilité de trier cette liste. Trier une liste sur un écran, c'est bien une méthode que je vais trouver, que je vais pouvoir activer au niveau de l'IHM. Il n'y a aucune notion de tri à l'intérieur des différentes classes, puisqu'en fait, ce ne seront que les éléments renvoyés à l'écran qui vont être triés. Ce ne seront pas toutes les instances qu'il y aura dans mon diagramme de classe.
Donc ici, je vais pouvoir ajouter des méthodes que je n'avais jamais vues au niveau de mes classes métiers. Ensuite, pour finir, je vais pouvoir aller jusqu'à le diagramme de classe de conception qui là va me proposer l'ensemble des éléments. Pardon. Donc, par exemple, au niveau de mes différentes classes, je vais repréciser les différents attributs et évidemment, dans mes différents boundaries ou écrans ou IHM, je vais également pouvoir le faire. Et si je veux également vérifier les différentes méthodes, je vais les compléter au niveau de mon diagramme de classe. Là, je suis sur le diagramme de classe de conception. J'ai la même chose pour la création des ressources. Donc, je rappelle, hein, j'ai créé la formation, j'ai créé le contenu, et maintenant, pas les ressources, des sessions, je vais devoir créer les différentes sessions. Les différentes sessions, de la même manière, je vais estimer que c'est le même contrôleur qui va les gérer. Encore une fois, c'est un choix que vous avez à faire. Et puis, comme il y a plusieurs sessions à créer, j'ai mis ça dans un loop, donc dans une boucle. Donc, voilà le diagramme de séquence avec la création des sessions. Et puis, lorsque j'avance, je me rends compte qu'il peut y avoir des messages d'erreur. Donc, par exemple, lorsque je crée une session, je peux soit effectivement retourner comme quoi c'est fait, soit également avoir ici l'idée de se dire, non, il y a une erreur au niveau de la création de cette session. Et je vois apparaître un menu, un IHM dont je n'avais jamais parlé, c'est la petite boîte qui symbolise les erreurs. Donc j'ai effectivement découpé mon application dans les IHM, on va dire assez naturels, et puis j'ai quelques petits IHM qui vont également apparaître dans ce diagramme de séquence. Lorsque je représente maintenant mon diagramme de classe participante avec ce que je viens de voir, eh bien je vois qu'effectivement, il y a également les sessions qui apparaissent en plus au niveau de mon classe métier. J'ai toujours le même contrôleur, et puis là, je suis sur la partie formation qui va vers session, et n'oubliez pas le petit élément ici, qui était en fait un IHM pour les messages d'erreur. D'accord ? Donc on reprendra tout ça très en détail, hein, sur le TD à partir du TD2 et surtout le TD3 pour bien effectivement voir tout ce qu'il est possible de faire. Donc n'oubliez pas, un acteur, d'accord, dialogue avec des IHM, les IHM dialoguent avec des contrôleurs et ce sont uniquement les contrôleurs, hein, qui peuvent dialoguer avec les différentes classes. Voilà, on a terminé ce petit rappel et puis ces petites nouveautés. Donc je vous propose maintenant, comme la dernière fois, d'essayer de faire le Moodle intitulé Test 3. Voilà, à bientôt pour la correction.